Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Millennium se raconte, la saison numéro 3, le rendez-vous qui donne la parole aux Bruxelloises et Bruxellois qui pensent l'avenir autrement. Aujourd'hui, c'est une émission sur la perception de la colonisation à travers la création artistique que nous ouvrons. Comment traiter le sujet de la mémoire coloniale à travers l'art? Qu'est-ce que cela permet et qu'est-ce que cela ouvre? Nous accueillons deux invités autour de cette table. Sarah Van Dacht, tu es réalisatrice de documentaires. Nous allons parler de ton dernier film, le court-métrage Les Porteurs, en sélection au Festival Millennium 2023, qui met en parallèle des archives filmées de l'époque coloniale du Congo et l'analyse de ces archives par des jeunes d'aujourd'hui. Sarah, depuis plus de 10 ans, tu fais des films, des installations vidéo et des photographies. Ton travail interroge la grande histoire et les origines même du cinéma. Tu questionnes la mémoire, les traces et la survie avec toujours un regard de l'enfance. À tes côtés, Asimba Bati, dessinateur de bande dessinée. Asimba, tu es né au Congo. Après des études scientifiques, tu te lances de façon autodidacte dans le dessin, puis la publicité et le design. En 83, lors de la quinzaine du cinéma européen, tu remportes le premier prix du concours d'affiches. En 2011, tu crées la revue Amazon BD, le premier magazine de bande dessinée réalisé exclusivement par des artistes femmes. En 2016, tu écris le livre Kisangani 64, où tu abordes l'errance pendant 2 ans dans la forêt du jeune enfant d'à peine 8 ans que tu étais avec ta famille. Tu as fui donc la guerre. En 2021, tu sors la bande dessinée sur la vie de Patrice Lumumba, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge, assassinée à 35 ans. Tous deux, vous créez à travers différents médiums artistiques des œuvres en lien avec la mémoire, et merci d'être autour de cette table. Sarah, ton travail documentaire s'inscrit dans une passerelle entre l'histoire et l'origine du cinéma, l'histoire avec un grand H. Pourquoi l'histoire? D'où te vient cet engagement? Bon, j'ai étudié l'histoire après l'école secondaire. Voilà, ça m'intéresse de connaître les origines, de regarder en arrière et de voir. Est-ce que c'est pour mieux comprendre aujourd'hui le présent? Aussi, mais aussi par curiosité, comment c'était avant. Aussi pour voir là où c'était différent. C'est pas seulement pour voir le lien avec aujourd'hui. Oui, et là-dedans, il y a des domaines dans l'histoire qui m'intéressent plus que d'autres, et donc il y a une grande, un grand domaine qui m'intéresse, c'est l'histoire coloniale de la Belgique, et pas seulement de la Belgique, mais bon, voilà, c'est quand même un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui m'a inspirée pour faire des films à ce sujet-là aussi. Oui. Justement, le film Les Porteurs, qui était en sélection au Festival 2023, débute avec une liste d'objets rapportés du Congo et des archives filmées de l'activité coloniale. Donc tu pars recueillir les impressions et les réactions de jeunes Bruxellois d'origine et de milieux différents. Tu nous expliqueras comment tu les as rencontrés. À qui tu proposes un jeu consistant à énumérer de mémoire et à tour de rôle la liste de ces objets-là. Donc il y a un effort de mémoire qui est fait et qui nous renvoie aussi implicitement à un effort de la mémoire collective sur le plan historique. Comment t'es venue l'idée de ce film? Ouais, c'est pas toujours facile de dire comment j'ai eu l'idée, mais c'était vraiment en faisant la recherche. Donc j'ai d'abord trouvé les images filmées qui sont dans le film, qui ont été filmées. C'est des images les plus anciennes qui existent du Congo, filmées, et qui se trouvent aux archives cinématographiques, à la cinémathèque, l'archive royale du cinéma. Et j'étais intriguée par ces images parce qu'elles étaient un peu différentes par rapport aux autres qui ont été filmées par après. Et voilà, j'ai appris qu'elles étaient filmées par un militaire qui n'était pas du tout formé en tant que cinéaste, qui avait reçu une caméra comme les Frères Lumière, une boîte en bois qu'il fallait tourner comme ça. Et en fait, lui, il avait été envoyé en mission ethnographique pour aller chercher les objets pour remplir le nouveau musée de Tervuren, qui était très grand mais vide. Et donc en fait le ministère des colonies, ça existait à l'époque, a envoyé plusieurs missions dans les plusieurs coins du Congo. Mais il faut vraiment s'imaginer, donc il y avait quelques Belges, souvent qu'un seul ou deux, trois, à la tête de l'expédition, et puis ils partaient pendant des centaines de milliers de kilomètres.
et ils allaient récupérer les objets. Et lui, c'est le seul qui avait aussi reçu une caméra pour filmer, et il avait aussi un gramophone pour enregistrer les sons. Donc c'est aussi les premiers enregistrements sonores. Et donc il a enregistré les cris des chasseurs, les chansons. Il a demandé de compter de 1 jusqu'à 10. Donc voilà, il a fait un travail ethnographique en tant que militaire. C'était un peu particulier quand même. Et donc, c'est comme ça. Donc j'ai d'abord découvert les films, puis j'ai découvert que les films faisaient partie d'une plus grande mission, et alors je suis partie aux archives à Tervuren pour aller regarder les listes. Et donc quand j'ai vu ces listes, parce que vous me demandez comment j'ai eu l'idée, quand j'ai vu la liste, mais c'est des centaines de pages, hein, donc à chaque fois il écrivait, donc il y a une liste écrite à la main qui faisait vraiment sur le champ, et puis tout a été retranscrit en Belgique, donc il y a des listes en plusieurs versions. Et c'est assez poétique aussi en même temps, et donc il nomme d'abord l'objet dans la langue locale, puis il met la traduction en français, et puis il donne une petite description de l'objet. Donc par exemple, il dit « os d'un éléphant pour remuer la nourriture pendant la cuisson ». Donc c'est assez long comme description. Et donc j'ai demandé aux jeunes de jouer ce jeu, mais c'est un jeu que la plupart des gens connaissent, leur enfant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est votre enfant, je ne sais pas si vous le connaissez. Quand il y a un long trajet à faire, les enfants, juste pour tuer le temps quelque part, ils font ce jeu de je pars en voyage et j'emporte avec moi. Et le premier dit j'emporte ma brosse à dents, c'est souvent comme ça. Et le deuxième doit dire le même objet et répéter donc la brosse à dents et ajouter un autre objet. Et le troisième doit dire dans le bon ordre le premier objet, le deuxième objet, le troisième objet. Et comme ça, on fait une longue liste de... Vous n'avez pas joué ce jeu ? Donc, voilà. Donc c'est un jeu de mémoire que beaucoup de gens ont quand même joué. Et donc les jeunes connaissaient le jeu. Et au lieu d'imaginer ou d'inventer les objets, ils devaient utiliser les objets de la liste historique de cette expédition de 1911. Ça, j'ai pas dit, c'était en 1911, 12, 13. C'était 2 ans. Et donc, c'est des jeunes qui vivent et qui ont grandi à Bruxelles en général et qui jouent ce jeu, mais donc au lieu de dire brosse à dents, ils disent os d'un éléphant ou peigne, ou voilà. Tous les objets qui ont été ramenés du Congo et qui se trouvent maintenant dans les archives et dans les caves, beaucoup de ces objets n'ont jamais vraiment été montrés. Il n'y a que 2% de tout ce qu'ils ont qui est vraiment en vue. Voilà. C'est énorme, la collection qui est cachée, en fait, quelque part, cachée, conservée. À Simba, toi tu es dessinateur et ton travail interroge donc la guerre et l'indépendance. Toi-même tu as connu la guerre et l'exil. Comment le dessin est venu à toi, de façon autodidacte ? Les dessins, je ne sais pas trop bien dire. Je suis né avec, peut-être. J'ai commencé à dessiner dans la nuit de mes temps. J'étais vraiment tout gosse. Ce qui veut dire que je ne sais pas dire exactement quand, mais je sais que j'ai dessiné tout petit. Nous, quand on était petit, c'est pas le papier, hein. Même les sols, on dessine et puis on se raconte soi-même son histoire, qui tient la route ou pas, on se la raconte, on est content, on raconte aussi à son entourage, c'est tout petit. Et puis je n'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai commencé, je ne sais pas. Mais j'ai pris conscience à l'âge adulte, j'ai dit j'améliore. Et bon voilà, aujourd'hui j'ai les résultats. Et donc tu as choisi de faire une BD sur le destin de Lumumba. Sa vie, tu racontes sa vie, de son enfance à son assassinat. Pourquoi pour toi est-ce important aujourd'hui de rappeler l'histoire de Lumumba ? La curiosité nous amène à lire ce qui est publié à gauche et à droite, même si on ne saura pas tout lire. Et la vie de Lumumba, j'ai lu. J'ai retenu globalement qu'il est présenté comme un ovni. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité déjà. Et il est présenté brusquement à l'âge adulte et dans l'arène politique comme un trouble fait, comme un entêté, et ce qui a conduit à sa mort. Qui est-il lui-même, Lumumba ? Il n'a pas d'identité, c'était le premier questionnement. Qui est-il, Lumumba, finalement ? Et à l'africaine, la question qui est-il ne suffit pas. D'où vient-il ? Quand on dit d'où vient-il, on veut connaître ses parents.
ses origines. Les origines, c'est pas déjà le Congo. Les origines, c'est son village natal. Et son village natal, ses parents. Et je me suis lancé sur cette piste. Qui est Lumumba? Retrouver ses origines, son village. En retrouvant son village, il y a une histoire. Je découvre qu'il y avait des choses qui ont précédé sa naissance. C'était quoi? J'en parle dans la bande dessinée. Et finalement, il est venu à la vie. En naissant, Lumumba n'avait pas de nom. Ses parents ne lui ont pas donné de nom parce qu'il y avait une certaine hésitation. Pourquoi? J'en parle dans ses livres. Et à la fin, ils lui ont donné un nom. Mais ce nom, ça n'a jamais été Patrice, ni Emery, ni Lumumba. Il a un vrai nom. J'ai donné le nom dans les livres. Et comment finalement il est devenu Patrice Emery Lumumba que nous connaissons tous. J'explique dans les livres comment il est devenu Patrice Emery Lumumba. Alors, cela étant, évidemment sa scolarité, on en parle peu, et Lumumba, il devient un homme politique. Là, je cale un tout petit peu dans ma démarche. Est-ce que je dois présenter un Lumumba politique? Déjà que la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a tellement d'ouvrages sur le Lumumba politique qui vont dans tous les sens, ça suffit. C'était quoi ma motivation du départ? L'identité de Lumumba. Qui est-il réellement? Je me suis calé sur l'identité de Lumumba, lui donner une identité, sa vraie identité, mettre ça en lumière. Effectivement, on ne sait pas dissocier Lumumba être humain à Lumumba politique. J'ai juste effleuré un peu sa vie politique pour clôturer sa vie telle que c'est clôturée par son assassinat. Voilà, c'est ça, ma démarche. Merci. Sarah, dans ton film, des jeunes s'interrogent sur la docilité avec laquelle, soi-disant, les Congolais auraient accepté la colonisation. Certains jeunes s'insurgent et ils se disent que voilà, les Congolais étaient plus nombreux que les Blancs, ils auraient pu les attaquer, se libérer. L'un des jeunes parle l'un des jeunes parle de la manipulation psychologique durant la colonisation. C'est intéressant parce que du coup, comment aujourd'hui, toi, tu penses qu'on peut détecter cette manipulation psychologique à travers... est-ce que montrer ces images-là, montrer qu'au fond, voilà, c'est ça aussi à quoi sert l'histoire, c'est aussi de voir ce qui s'est passé pour ne pas reproduire ça. Comment détecter aujourd'hui, dans nos démocraties qui des fois ont tendance aussi à être moins démocratiques, comment détecter des dérives et notamment des manipulations psychologiques? Bonne question. C'est justement la question que les jeunes se posaient aussi en regardant ces images. Et oui, ils se sont aussi demandé est-ce que les générations futures vont dire de nous qu'on était aussi sous le brainwashed, comme on dit. Voilà, Et je pense que oui, en regardant le film et en discutant, c'est comme ça qu'on peut essayer de creuser aussi voilà, les mécanismes d'aujourd'hui. Comment, il n'y a pas une formule magique à le faire. Je pense que l'enseignement, la culture sert à ça. Les livres, j'ai envie de dire votre livre maintenant parce que ça m'intrigue. Et tout ça, c'est des démarches, des petites démarches pour se poser ces questions-là. Donc j'ai pas une formule magique. Si ce n'est que justement, oui. L'art permet aussi de nous éveiller politiquement et éthiquement en tant que citoyen. Quoi. Oui, je pense bien. Oui, je pense que tout à fait. Aussi, pas seulement. Oui, aussi. Justement, donc pour revenir à toi, Simba, qu'est-ce que la BD, mais je précise, je dis que tu es dessinateur, mais en fait tu es aussi auteur. C'est toi qui écris toutes tes BD. Oui. Donc tu as aussi le sens, comme Sarah, puisque un film c'est aussi une histoire, de la narration. Qu'est-ce que la BD permet de dévoiler de la mémoire qu'un autre médium ne pourrait pas dévoiler? La BD permet de dévoiler de la mémoire. J'ai dit ça dépend d'un auteur à un autre. Pour toi, bien sûr. Qui veut apporter pour moi. Qu'est-ce que toi, ça te permet de sortir de toi que tu ne pourrais pas faire via un autre médium?
quand je dessine, d'abord je m'amuse. Je dessine pour moi. Mm. Écrire, je ne sais pas, j'ai dit que des stylos sur un papier, ça glisse rapidement, et puis ça fait des lignes, ça fait des textes, et puis à un moment, plein de textes tout noirs, et sans illustration, sans aération, à un moment ça peut fatiguer, quoi. Ça va tellement vite qu'à un moment, ça me distance, même je reste en retard. Quand je dessine, je me concentre sur l'image, je vais sortir une image qui parle. Une image sans les textes qui parle tout seul. Et là, je mets tout mon être. Maintenant, l'expression, c'est moi le conducteur. Qu'est-ce que je vais dire là-dedans? Qu'est-ce que je vais exprimer là-dedans? C'est ça. Ce n'est pas que la BD c'est un médium spécifique qui dit des choses que d'autres médias ne peuvent pas dire. Non, ça dépend du conducteur, la personne qui tient les ficelles. C'est je vais le faire comment. Donc voilà, ça c'est d'après moi. Quelles sont les difficultés majeures qu'on peut rencontrer quand on fait une œuvre sur la décolonisation? C'est à moi. Sarah, oui. Bah, il y en a beaucoup. D'abord, il y a bien sûr l'énormité des archives qui existent, de faits, de choses qu'on a l'impression de devoir savoir avant de pouvoir en parler. Donc ça, c'est déjà énorme. Puis, par exemple, pour ce film, maintenant c'est vraiment très concret pour ce film-ci. Donc, vous disiez aussi que les jeunes se demandent mais pourquoi ils ne se sont pas révoltés. Et dans le film, il n'y a pas ma voix qui dit mais en fait, il y en a qui se sont révoltés. Il y a eu de révoltes assez importantes aussi. Et ça, je ne l'ai pas mis dans le film parce que ce n'était pas le type de film, ce n'était pas une leçon d'histoire où moi j'allais raconter l'histoire ou quelqu'un d'autre. C'était vraiment voir qu'est-ce qui se passe si on montre ces images très très brutes quelque part, ou les toutes premières images qui existent de cette époque aux jeunes aujourd'hui. Quelles sont les questions qui vont ressurgir? Et donc voilà, j'ai décidé de me taire et de faire parler les jeunes, avec le désavantage ou le danger qu'on peut se dire qu'un spectateur qui n'est pas au courant qu'il y a eu quand même des révoltes va se dire ah bon, donc il n'y a pas eu de révolte. Et donc ça, c'était un grand défi, c'est toujours une question. C'est toujours, est-ce que j'ai bien fait de ne pas... donner l'information. Oui, j'ai donné aux jeunes, hein. Bien sûr, on en a parlé après, et j'ai montré des livres, on en a parlé. C'est pas que je les ai laissés dans cette idée qu'il n'y a pas eu de révolte, mais je voulais filmer vraiment le moment où ils regardent les images. C'est pas, quand vous voyez le film, on n'a pas refait plusieurs prises, c'est vraiment la première fois qu'ils regardent, c'est le regard spontané, la première chose qui arrive, qui se disent quand ils voient les images. C'est ce moment-là que je voulais filmer. Bien sûr, après, si on travaille avec les jeunes, et ce que j'ai fait, ils commencent à lire, ils veulent savoir plus. Si j'aurais refilmé la deuxième fois, ils auraient dit autre chose. Mais c'était pas le but de ce film-là. Mais donc ça, c'est c'était quand même et ça reste toujours pour moi un problème. Est-ce que pour un public qui connaît moins l'histoire coloniale et qui connaît moins, et dans les écoles, je pense pas qu'on apprend assez qu'il y a quand même aussi une révolte. C'est pas que toute la population a accepté, et voilà. Donc, mais je comprends que les jeunes qui regardent les images se posent la question, mais pourquoi il y a un seul blanc, pourquoi ils tirent pas, et donc je comprends cette question. Et donc voilà, ça c'est une difficulté avec ce genre de film où j'essaye pas de raconter l'histoire coloniale. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres livres, je pense pas que le cinéma peut-être même est le meilleur médium pour raconter ça. C'est pour voir comment les jeunes travaillent avec ces histoires, comment ils vivent maintenant, comment ce passé vit maintenant à Bruxelles à travers ces images-là. Et donc, je pense que le film a l'avantage de mettre ça en valeur, mais le désavantage de ne pas pouvoir donner tous les faits historiques qu'il faut quand même aussi ne pas oublier. Donc voilà, ça c'est pour ce film-ci le point le plus délicat, je trouve. Mais bon, pour chaque film, il y a un autre questionnement. Mais on ne peut pas faire un film sur... Ouais, je devais choisir, est-ce que c'est un film où je raconte les faits, ou est-ce que je donne vraiment la parole et je donne... le focus est sur ce moment initial. De surprise, de réaction très très directe. Donc à Simba,
Qu'est-ce que cette œuvre a changé pour toi? Qu'est-ce que le fait d'écrire sur Lumumba a aussi changé chez toi? Une sensation de bien. À partir du moment où j'ai salué plutôt la mémoire de mes parents. Mon père, il a travaillé avec Lumumba. Ma mère aussi était active dans les partis de Lumumba, la section féminine, encadrer les femmes. Ça se passait chez nous à la maison, j'ai vu des choses. Puis, mon père a failli perdre sa vie à cause de Lumumba, devant nous. Moi, j'avais à l'époque 8 ans, devant notre maison. Et là, il a vu sauve grâce à ma soeur, qui était la dernière de l'époque, qui était la 11e de la famille. Elle avait 5 mois. Il a sauvé la vie à mon père. Je parle dans mon livre Kisangani, c'est une histoire quand même bizarre. Finalement, mes parents sont partis. Comment elle a sauvé la vie de votre père? Et c'est une longue histoire, c'est bizarre. Dans mon livre, là, Kisangani, quand ça va sortir, on va voir ça. Et mes parents sont partis. Moi, pas politique, pas trop la même vision que mon père, qui était très lumumbiste. Il y avait toujours des discours de Lumumba à la maison, moi j'en dirais pas, j'étais un enfant et puis ça me disait rien. Et puis à un moment, tiens, Lumumba, j'en parle et puis je vais en parler et puis je vais trop loin dans les recherches et puis j'ai dit, tiens, mais si papa était là, il allait m'ajouter encore des éléments d'information. Si papa était là, il allait s'étonner que moi je n'aimais pas le Lumumba aujourd'hui, si papa était là, si maman était là. Bon, pour saluer la mémoire de mes parents, finalement aussi, j'ai fait ce travail. Et quand c'est sorti, même s'ils ne sont pas là, j'ai dit, ça me fait quand même un bien comme ça. Si là où ils sont, ils peuvent voir, tiens, il a fait quand même ce travail-là. Je crois que c'était la préoccupation de mon père aussi de raconter cette histoire. Parce que l'élément que j'avais de Lumumba, par exemple, après les discours que j'attendais à la maison, tout petit, le premier nom que j'ai avancé, c'était Okita Sombo. Son vrai nom. Parce qu'à la maison, mon père, quand il parlait de Lumumba, souvent il disait Okita Sombo. Et j'ai avancé ce nom-là. C'est dans les recherches que j'ai retrouvé que tiens, il avait un vrai nom. Et du coup, dans les cercles de ses amis, dont mon père, il l'appelait Okita Sombo. Quand il parlait de lui, c'était Okita Sombo. Ça, c'était leur nom dans leur cercle. Mais au fond, son nom, c'était pas ça, c'était loin. Donc voilà, déjà, les conversations à la maison entre mon père et ma mère, et puis les membres du parti, j'ai retenu quand même des bulles d'informations, j'étais tout petit, et puis bon voilà, ça a réussi et ça m'a poussé à retrouver les vrais noms. C'est un soulagement quand même, par rapport à la mémoire de mes parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé pour rien, ils ont inoculé en moi quelque chose sans que je le sache, et puis voilà, c'est sorti. On revient du coup toujours à la mémoire. On finit toujours cette émission par une question, qui est, est-ce que vous avez un rêve, un futur, un rêve vers le futur à faire passer? Qui a envie de répondre? Un rêve dans quel sens? Un rêve vers le futur, c'est-à-dire que cette émission a pour vocation de aussi amener de l'espoir vers le futur. Est-ce que tu aurais un rêve? Ça peut être sur tout ce que tu veux. Que ma production accroche au maximum, et que j'évolue dans le bon sens, et que mes productions soient connues des grands publics possibles, mais que ce soit aussi positif dans les matières que je propose. Voilà. C'est un risque, c'est un défi et tout ça, mais ça fait partie de mon rêve pour le futur. Merci. Ça. Oui, quelle question. Ça peut aussi être un rêve pour lui. Ouais. Non, mais je pense que je vais quand même faire le lien avec le film et le travail. Que oui, cette histoire coloniale et décoloniale fasse vraiment partie de l'enseignement secondaire en Belgique. Ça, c'est quand même un rêve. Et puis, je pense que c'est très important. Et je pense que les jeunes ont envie de connaître. Je pense que beaucoup de professeurs ont peur aussi d'en parler, ou n'ont pas le temps, ou je sais pas, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Donc voilà, ça c'est important, je pense. Merci à tous les deux, merci Sarah, merci à Simba d'avoir apporté ce soir aussi de la mémoire et de la créativité vers le futur.
Merci au Festival Millennium, à Zlatina Lubo qui produisent l'émission. Merci à Vivien à la caméra. Merci à Claire à l'organisation, toute l'équipe technique derrière cette émission. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités, éclaireurs. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.